Merci beaucoup pour cette introduction. Donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui est celui des relations entre politique et religion en Iran, mais aussi du coup, comme je vais traiter de la question de la politique étrangère iranienne en général et de la politique régionale en particulier, je m'attacherai aussi aux relations de l'Iran avec les communautés chiites d'Afghanistan et du Pakistan. Tout d'abord sur le plan historique, c'est vrai qu'aujourd'hui on a une lecture en termes sectaires des tensions au Moyen-Orient et aussi en Asie du Sud-Ouest, et on a cette relecture de la révolution iranienne en tant que révolution chiite. Donc c'est vraiment une vision, à mon avis, qui n'est pas juste, puisque à l'époque de la révolution de 1978-1979 en Iran, on parlait de révolution islamique. Donc on ne faisait pas la distinction entre chiites et sunnites, et je pense donc qu'il faut se garder de ces jugements a posteriori. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est que cette révolution iranienne a été un événement majeur pour l'histoire du Moyen-Orient, puisqu'elle a eu lieu en même temps que l'invasion par l'armée rouge de l'Afghanistan. Et c'est ces deux événements qui, de manière concomitante, ont conduit à l'exacerbation des tensions sunnites-chiites au Pakistan et en Afghanistan d'abord. C'est ce qu'on a appelé d'abord l'islam wahhabisé, la wahhabisation de l'islam, à partir du moment où l'Arabie saoudite, alliée avec les États-Unis, ont soutenu les moudjahidines en Afghanistan. Donc là, on a vu arriver une nouvelle version de l'islam, on dirait aujourd'hui une salafisation de l'islam traditionnel pakistanais et afghan. Et donc, en même temps, la révolution islamique d'Iran a conduit à la conscientisation des minorités chiites de cet espace. C'est-à-dire que par l'éducation, par le soutien qu'elles ont reçu de la part de la République islamique d'Iran, elles ont pris conscience de leur statut de population discriminée. Et c'est les deux phénomènes, si vous voulez, qui ont conduit à l'exacerbation des tensions. Alors ce que j'essaierai de montrer aujourd'hui, c'est que par contre, la limite de l'influence de l'Iran dans cette zone s'explique par le fait que les chiites sont une minorité en Afghanistan et au Pakistan. Donc la théorie du gouvernement islamique, donc Velayat e Faqih, la tutelle du juriste théologien, ne peut pas s'appliquer, puisque cette théorie du gouvernement islamique qui a été promue au moment de la révolution par l'ayatollah Khomeini ne peut s'appliquer que dans un contexte où les chiites sont majoritaires. Donc si vous voulez, c'est ce qui a expliqué l'échec de l'Iran à exporter la révolution islamique. Ensuite, je verrai aussi la question du dialogue interreligieux, qui me semble une question importante, puisque, par exemple, la Russie, l'Église orthodoxe russe, a choisi de dialoguer avec l'islam à travers l'islam chiite, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en Russie, la plupart des musulmans sont sunnites, mais aussi parce qu'il y a des représentants, il y a un clergé dans l'islam chiite, alors qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam sunnite. Donc on sait à qui parler. Donc pour revenir sur la dimension historique, puisque les tensions sunnites-chiites sont un phénomène relativement récent, au début les chiites sont les partisans d'Ali, et en Iran on trouve donc les chiites duodécimains, puisque c'est une communauté qui est aussi très diverse, qui sont dans l'attente du retour du 12e imam, le Mahdi, qui a été occulté en 949. Il y a deux écoles théologiques principales, les Osuli et les Arbari, qui proposent des théories différentes sur la possibilité de gouverner de manière compatible avec la religion dans l'attente du retour de l'imam. Donc il y a une école qui dit que il est possible d'avoir un gouvernement religieux, et l'autre qui dit que c'est impossible, qu'il faut attendre la parousie de l'imam pour avoir le retour à la perfection et au paradis sur terre. Donc il faut mieux s'abstenir de participer à toute forme de gouvernement politique. Donc il y a une approche quiétiste qui est dominante au cours de l'histoire, jusqu'à la victoire de la révolution islamique en 1978-1979. Il faut aussi que je précise que l'Iran est devenu un pays musulman à partir du 7e, 8e siècle, la conquête arabe, et que jusqu'au 16e siècle, l'Iran était totalement sunnite. Donc ça aussi, quand on dit oui, l'Iran est seulement chiite, je pense qu'il y a une simplification, parce que c'est la dynastie des Sassanides qui opère une chiitisation par le haut à partir du 16e siècle, mais la majorité de la population reste sunnite jusqu'au 19e siècle. Donc c'est qu'à partir du 19e siècle, et l'exemple qui est souvent mis en avant, c'est l'appel au djihad dans la guerre irano-russe au début du 19e siècle, qui aboutit à deux traités, Golestan et Turkmenchai,
Et là, on voit que les clercs ont un contrôle sur la population assez important, les clercs parviennent à mobiliser la population en disant il faut lancer un djihad, donc une guerre sainte, contre les mécréants russes, qui sont chrétiens et donc considérés comme impurs, selon l'islam chiite, najes. Et là, on voit qu'à partir de ce moment-là, les clercs ont un contrôle important sur la population. Donc cette innovation théologique constitue le gouvernement islamique Hokoumat-e Islami de l'ayatollah Khomeini, finalement, est l'aboutissement de deux processus. Ce que le sociologue Amir Nikpey appelle la dimension théologico-politique. Donc ça, c'est la contribution de l'ayatollah Khomeini, puisqu'il a publié ses écrits sur le gouvernement islamique avant la révolution, et le travail d'un intellectuel comme Ali Shariati, qui correspond, lui, à l'islam révolutionnaire, et qui a aussi permis la diffusion d'une idéologie qu'on appelait à l'époque islamo-marxiste au sein de la population iranienne. Alors, ce qui est intéressant, c'est les liens avec l'islam politique des frères musulmans, puisqu'on va retrouver la même opposition au sein des frères musulmans entre islam révolutionnaire et ceux qui pensent, au sein des frères musulmans, que l'on peut participer à un gouvernement, participer à des élections pour islamiser l'État. Donc, ceux qui ont inspiré les mollahs iraniens, c'est surtout l'intellectuel Saïd Prob, dont l'ayatollah Ali Khamenei est le traducteur en persan. Et là, c'est le djihad contre l'État. Il y a cette conviction parmi les révolutionnaires religieux iraniens, comme on a retrouvé cela en Égypte à l'époque de Nasser, qu'il n'est pas possible de réformer l'État, donc il est futile de participer aux élections, et qu'il faut conduire une révolution religieuse pour parvenir à un gouvernement islamique. Après, il y avait un débat sur le fait, est-ce que ces mouvements sont modernes, ou est-ce qu'il y a un retour à la tradition? Donc là, je pense qu'il faut lire le livre de Darius Shayegan, Qu'est-ce qu'une révolution religieuse, qui parle, lui, d'idéologisation de la tradition. Parce que le concept même de gouvernement islamique, c'est un concept importé de l'Occident. La théorie de l'État ou de la révolution, par exemple, le mot révolution ou république ne sont pas forcément présents dans le Coran. Donc on voit qu'au sein de l'islam politique, on va manipuler des concepts de sciences politiques, ou disons occidentaux, et les importer dans le monde musulman et les islamiser. Donc il y a ce projet d'islamiser l'État, islamiser les sciences sociales, et donc on a finalement la victoire d'une théocratie avec l'institutionnalisation du charisme de l'ayatollah Khomeini à partir de 78-79. Un des aspects importants de cette révolution, c'est de vouloir réduire l'identité iranienne à sa seule dimension islamique chiite duodécimale. Alors que le même philosophe franco-iranien Darius Shayegan a montré qu'il y avait une triple appartenance de l'Iran, une appartenance au passé pré-islamique, donc une référence à l'Iran éternel, on pourrait dire en un sens, une appartenance à l'islam chiite duodécimain et une dimension moderne également de l'identité iranienne. Et de ces trois dimensions, la révolution en retient qu'une seule, la dimension chiite duodécimaine. Cela est valable jusqu'aux années 90, où là il y a un retour de la dimension nationale, pré-islamique, avec les références au passé pré-islamique de l'Iran, pour rallier la population et pour renforcer la légitimité du gouvernement religieux. C'est plutôt une adaptation, si vous voulez, des élites politiques iraniennes à l'opinion publique. Et aujourd'hui, après l'accord, se pose la question de la troisième dimension, l'entrée de l'Iran dans la mondialisation. Ça, c'est la dimension moderne. Donc là, c'est vrai que c'est un défi important, et c'est le pari du président Obama de dire que finalement, en ouvrant les relations avec l'Iran, on va arriver, si vous voulez, à une stabilisation de la région et à une entrée réussie finalement de l'Iran dans la mondialisation. Voilà. Donc là, c'est une carte qui me semble importante. Donc vous avez le traité de Turkmenchai que j'ai mentionné tout à l'heure, voilà, 1828, avec la perte des territoires. Donc c'est pendant cette guerre que les mollahs font un appel au djihad pour se battre contre les Russes. Vous voyez que les Russes ont eu des victoires décisives ça a permis la conquête de territoires qui étaient anciennement iraniens. Mais pourquoi je vous montre cette carte? C'est pour vous montrer déjà l'idée du grand Iran. Donc ça, c'est l'aspect national de l'identité iranienne, et que les frontières contemporaines de l'Iran, si vous voulez, n'englobent pas l'ensemble des territoires qui sont considérés comme iraniens par les Iraniens. Donc c'est ce que les voisins appellent les ambitions hégémoniques de l'Iran. Mais elles ne se fondent pas forcément sur un prosélytisme religieux.
Le prosélytisme religieux, c'est un phénomène nouveau qui a été amené par la révolution islamique. Et c'est pour ça que c'était une incompréhension totale en Occident, parce qu'on n'avait pas les outils intellectuels pour comprendre à ce moment-là une révolution religieuse, ce qui explique aussi l'engouement de certains intellectuels pour cette révolution et l'erreur qu'ils ont commise alors. Un point important, par exemple, pour la région de Hérat, parce que je vais parler tout à l'heure des chiites afghans, c'est une région qui est vraiment très influencée sur le plan culturel par l'Iran. Donc, par exemple, au niveau de la nourriture, la manière de parler persan, elle est très proche de la manière de parler persan que l'on va retrouver en Iran. Mais par contre, les populations sont sunnites. Donc on voit que l'Iran peut avoir une influence culturelle très forte sans influence religieuse. Par contre, sur la question des liens avec la minorité chiite afghane qui sont les Hazaras, il n'y aura pas forcément cette affinité culturelle qui sera aussi forte, mais il y aura par contre le prosélytisme religieux qui rentrera en ligne de compte. Alors, en Iran, il y a 85% de chiites et 15% de sunnites. On oublie souvent de mentionner le fait qu'il y a un sunnisme iranien. Donc là, je vous renvoie aux travaux de mon collègue Stéphane Dudoignon, qui a travaillé sur cette question des sunnites d'Iran. Souvent, d'ailleurs, l'identité sunnite en Iran se recoupe l'identité ethnique. C'est un islam de la périphérie, notamment au niveau des populations kurdes et baloutches iraniennes. Et là, on va voir une tentative de la République islamique de nier la différence entre sunnisme et chiisme. Par exemple, dans les manuels scolaires qui sont destinés aux minorités sunnites d'Iran, on va dire qu'il y a moins de différence entre chiites et sunnites que entre les 4 écoles de jurisprudence sunnite. L'idée pour l'Iran, c'est en fait de sortir du ghetto chiite et de pouvoir, par un pan-islamisme, se présenter comme le leader du monde musulman. Mais vous voyez que les identités sont multiples, parce qu'il y a l'identité religieuse, l'identité ethnique, l'identité nationale, et souvent, même par exemple au niveau ethnique, on va être moitié turc, moitié farse, moitié iranien. Donc même ces éléments-là sont à prendre en considération, avec précaution. Donc le grand iranologue Henri Corbin avait parlé d'islam iranien. Donc il ne voulait pas parler d'islam en langue persane, il voulait parler de l'histoire de l'islam sur le territoire iranien. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il s'est concentré sur la dimension mystique, et que pour lui, il y a une continuité entre l'islam chiite duodécimain et le passé pré-islamique de l'Iran. Donc là, il y a un débat entre chercheurs, puisque d'autres chercheurs considèrent qu'au contraire, l'islam chiite est plus arabe. Mais en fait, si vous regardez, après il y aura je vais vous montrer tout de suite la carte, voilà, des minorités chiites dans la région. On voit que la principale population chiite se trouve en Iran, ensuite au Pakistan et en Inde. Donc c'est quand même l'islam chiite, un phénomène qui est d'abord un phénomène d'Asie du Sud-Ouest. Donc, et ça permet aussi de comprendre l'ancrage de l'Iran dans le monde indo-iranien. On a souvent l'habitude d'étudier l'Iran comme un pays du Moyen-Orient, mais je pense qu'au niveau civilisationnel et religieux, l'Iran est d'abord un pays asiatique. Ensuite, il y a une dimension qui est importante, c'est celle du clergé transnational chiite, qui n'est pas forcément contrôlé par la République islamique d'Iran. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la théorie du Velayat et Faqih, de la tutelle du juriste théologien sur les affaires d'ici-bas, est une théorie qui est nouvelle, qui a été promue par Khomeini. Même dans la pensée de l'ayatollah Khomeini, elle est nouvelle. Khomeini n'a pas contesté la légitimité de la monarchie pendant très longtemps. Ce n'est qu'à partir de la Révolution blanche, en 1961-1963, que l'ayatollah Khomeini commence à contester la légitimité de la monarchie en tant que gouvernement de l'Iran. Il faut se rappeler qu'en 1922, la ville religieuse de Qom est créée par Reza Shah, et que les mollahs, pendant très longtemps, se sont très bien accommodés de la monarchie et du gouvernement du Shah, qui avait énormément de soutien au sein du clergé iranien. Donc c'est vraiment l'émergence de ce que j'ai qualifié tout à l'heure d'un islam révolutionnaire en Iran, sur le modèle des frères musulmans, une version chiite, si vous voulez, des frères musulmans, et qui a conduit à cette séparation entre, d'un côté, l'étatisation du religieux
au niveau de la République islamique d'Iran et du guide suprême, donc cette nouvelle fonction. Et de notre côté, les grands ayatollahs, comme l'ayatollah Ali Sistani, qui est iranien en Irak, et de très nombreux autres, qui ont leur propre légitimité religieuse, mais qui n'ont pas, qui ne prennent pas part à des gouvernements dans leurs pays respectifs, qu'il s'agisse de l'Irak ou, par exemple, au Liban, on retrouve la même séparation. Donc il y a cette division. Le seul représentant du guide suprême à l'étranger, c'est Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, qui est lui le représentant du guide suprême iranien au Liban. Donc c'est le seul succès d'exportation de la révolution islamique au niveau institutionnel. Donc il y a toujours cette séparation entre le clergé transnational, qui est très divers, et le gouvernement iranien. Donc dans le schisme, j'ai dit également qu'il y avait plusieurs sectes. Donc il y a les chiites duodécimains qui sont majoritaires, il y a les ismaéliens qui suivent l'Aga Khan, il y a les zaïdites au Yémen. Il y a un débat sur est-ce que les alaouites de Syrie sont-ils des chiites ou pas. Donc vous voyez, il y a une très très grande diversité dans le schisme contemporain. Ensuite, au niveau de l'organisation du clergé, donc il y a plusieurs rangs. Le premier rang, c'est Mollah, donc qui correspond à un curé, si vous voulez, pour l'Église catholique. Après, Hojatollah al-Islam, Ayatollah et Grand Ayatollah, source d'imitation, Marja et Tarlit. Ça, c'est le sommet de la hiérarchie. Et ça, cela correspond aux grands ayatollahs. Et ceux-là, en fait, sont suivis par les croyants. Les croyants choisissent leur ayatollah. Et ils vont, à partir de ce moment-là, interagir avec une autorité cléricale qu'ils ont choisie. Les lieux saints du schisme se trouvent surtout en Irak, à Najaf, à Karbala. En Iran, on a la ville religieuse de Qom que j'ai mentionnée tout à l'heure, et le mausolée de l'imam Reza, le 8e imam du schisme, à Mashhad, où là, il y a de très nombreux pèlerins qui se rendent de toute la sous-région chaque année en pèlerinage. Et donc il y a un tourisme religieux qui est très important en République islamique, et il y a aussi un tourisme religieux des Iraniens vers les lieux saints du schisme, notamment en Irak, et avant la guerre en Syrie, auprès du mausolée de Zainab, à côté de Damas. La question qui s'est posée aussi en Iran, qui était intéressante, c'est celle des intellectuels religieux. Donc là, il y avait ce phénomène, à partir des années 90, de repenser, si vous voulez, le gouvernement islamique. Et il y a un débat en Iran pour savoir si la théocratie doit avoir des fondements populaires ou non. Ou est-ce que le principe du gouvernement divin est absolu? Selon la Constitution de 1989, ils ont dit que la tutelle était absolue, motla. Donc ça, c'était une réforme constitutionnelle de la fin des années 80. Mais il y a un débat en Iran et dans le clergé, même politisé, pour savoir à quel niveau la population doit participer à la prise de décision. Et ça s'est vu récemment pour l'élection de l'Assemblée des experts, où il y a eu un débat pour savoir si l'Assemblée des experts avait pour fonction de choisir le guide suprême, ou est-ce que l'Assemblée des experts validait le choix divin, si vous voulez. Donc là, il y a un débat au sein de la République islamique. On divise souvent l'establishment iranien entre réformateurs et conservateurs. Aujourd'hui, donc, qui suit ces lignes-là, c'est-à-dire que les réformateurs sont pour une participation de la population, et les conservateurs pensent que la légitimité divine prime. Donc là, il y a vraiment une opposition sur la nature du gouvernement. Mais aujourd'hui, la division en Iran est plutôt entre ceux qui sont partisans de l'ouverture économique et ceux qui s'y opposent. Donc on voit une évolution entre ceux qui souhaitent que l'Iran rentre dans l'Organisation mondiale du commerce et participe, si vous voulez, à la globalisation économique, et ceux qui préfèrent que l'Iran continue avec un mode de vie plus ascétique, avec une approche qui soit moins matérialiste, et surtout le principe qui est un des principes cardinaux de la révolution islamique, l'autosuffisance. C'est-à-dire qu'en Iran, on estime qu'il faut maîtriser l'ensemble des processus technologiques, il faut être indépendant sur le plan économique et rejeter la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais souvent, dans ce courant de pensée qui est isolationniste, on pourrait dire en un sens, il y a une confusion entre indépendance et isolement. Est-ce qu'indépendance, ça veut dire être isolé, coupé du monde, etc. Donc là, c'est pour ça que le président Rouhani a été élu. Parce que l'Iran était arrivé à un tel degré d'isolement qu'il fallait reprendre langue avec la communauté internationale
pour assurer un minimum de développement économique. Donc là, ce sont les populations sunnites d'Iran que j'ai mentionné tout à l'heure. Vous avez les Kurdes ici. Donc vous voyez que c'est frontalier avec l'Irak. Donc avec la poussée de Daesh à Erbil ici, l'Iran a décrété qu'il fallait une zone de 40 km ici qui était libre de tout combattant de Daesh, si vous voulez. Parce qu'il y a une crainte de la contagion de l'instabilité de l'Irak vers l'Iran. Et il y a aussi un risque de départ de djihadistes sunnites iraniens, kurdes ou autres, vers le groupe, qui pourraient rejoindre le groupe Daesh. La même chose au Baloutchistan ici. Donc là, c'est la question de la relation avec le Pakistan qui se pose. Donc on voit que dans les relations entre l'Iran et le Pakistan, la question baloutche est très importante. Mais ce n'est pas la question sunnite-chiite qui est importante. Il faut bien comprendre que c'est simplement un des éléments de la politique régionale de l'Iran. Donc là, ce sont les chiites en Afghanistan, les Hazaras dont j'ai parlé tout à l'heure, et je vais développer un petit peu. Là, une autre carte, c'est le fameux croissant chiite. Donc là, vous entendez souvent parler de ce croissant chiite. Aujourd'hui, on parle même en Arabie d'encerclement avec le Yémen, depuis la victoire des Houthis. Donc là, c'est un discours, en fait, si vous voulez, qui tend à stigmatiser l'influence régionale de l'Iran pour mobiliser les sunnites contre ce qui est perçu comme un hégémonisme iranien, notamment en raison de l'ancrage libanais, dont j'ai parlé tout à l'heure. La victoire du Hezbollah, notamment, et la participation du Hezbollah dans la guerre civile en Syrie. L'Iran, pendant très longtemps, a critiqué ce concept de croissance chiite en disant qu'il s'agissait d'un axe de la résistance contre, bien sûr, ce qu'ils appellent l'entité sioniste, Israël, et pour éviter, si vous voulez, d'être stigmatisés en tant que chiites, les Iraniens, finalement, ont joué sur la carte de l'antisionisme. Parce que tous les musulmans, qu'ils soient sunnites ou chiites, doivent s'opposer à Israël, selon l'islam politique. Et en cela, les frères musulmans rejoignent l'islamisme de Khomeini, où la libération de la Palestine est un devoir religieux. On ne va pas retrouver la même chose avec l'Arabie saoudite et le salafisme, où la question palestinienne est moins importante. C'est la question de la foi qui prédomine. Et donc là, c'est vrai que ça explique aussi l'opposition pendant très longtemps, la confrontation entre l'Occident et l'Iran. Cette question de la relation avec Israël et au sionisme. Et ça permet aussi à l'Arabie saoudite de se rapprocher d'Israël aujourd'hui contre l'Iran, parce qu'ils partagent des intérêts communs. Donc ça, ce sont l'ensemble des conflits dans lesquels l'Iran est impliqué, de manière directe ou indirecte, contre l'Arabie saoudite. On voit que l'Iran est un acteur majeur au Liban, en Syrie, en Irak. La priorité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Irak, parce qu'il y a cette crainte de la contagion de l'instabilité à ses frontières, alors que par exemple le Yémen est une priorité de l'Arabie saoudite, parce que c'est l'arrière-cour de l'Arabie. Donc c'est pour ça que l'Arabie saoudite est très, hostile à une présence ou même une influence iranienne, quelle qu'elle soit, sur son flanc sud. Et c'est ça qui nourrit, si vous voulez, le complexe d'encerclement de l'Arabie saoudite. Donc, pour revenir sur la guerre en Irak, ce qui est important, c'est qu'à partir du moment où les États-Unis sont intervenus en Afghanistan en 2001 et en Irak en 2003, l'Iran et les États-Unis sont devenus des pays voisins, puisque la présence militaire américaine était très importante dans ces pays. Et à partir de ce moment-là, on voit un très grand pragmatisme s'installer dans les relations entre ces deux pays. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Obama, finalement, c'est l'aboutissement de ce processus. Parce que dès l'administration Bush, il y avait des contacts directs, qu'il s'agisse de la question de l'Afghanistan avec le problème de la gestion du pays après la chute des talibans, ou en Irak après la fin du régime de Saddam Hussein. Donc là, il y avait une convergence d'intérêts, puisque les Iraniens ont fêté la chute de Saddam Hussein. Évidemment, le jour où il a été pendu, les gens étaient très heureux en Iran. J'étais en Iran ce jour-là. Il y a vraiment un sentiment de soulagement face à la disparition de Saddam Hussein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il va y avoir une alliance entre l'Iran et les États-Unis à cause de la dimension idéologique de la politique étrangère iranienne et de l'opposition à Israël. C'est un cas qui n'existe pas, par exemple, dans la relation des États-Unis avec Cuba. C'est ça qui a permis le rapprochement. Il n'y avait pas de lobby pro-israélien, il n'y avait pas d'opposition d'Israël au rapprochement entre les États-Unis
et Cuba, alors que sur la question des relations entre l'Iran et l'Occident, cette question d'Israël sera majeure. Et il est aussi plus facile pour la République islamique de travailler avec la Russie. Donc c'est pour ça qu'en Syrie, en Irak, il y a une coordination entre l'Iran et la Russie, alors qu'il n'y a pas de coordination, disons, à haut niveau entre l'Iran et les Occidentaux. Mais au niveau du terrain, on va trouver, si vous voulez, des convergences qui sont importantes. Et l'Iran aussi est un acteur qui est favorable à la préservation de l'intégrité territoriale de l'Irak. Donc il n'y a pas du tout ce projet de créer un chiistan, comme souvent c'est évoqué, au sud, parce que tout simplement c'est la question kurde qui est très importante dans les relations à la fois avec la Turquie et l'Irak. Donc pour l'Iran, ce qui est important, c'est pas tellement d'avoir une scission de l'Irak avec un gouvernement chiite qui contrôlerait que les populations chiites, mais au contraire, disons, un gouvernement qui ne soit pas hostile et qui parvienne à éviter une sécession des Kurdes. Parce que cela est perçu comme un danger. Et c'est pour cela aussi également, pour passer à la question de la guerre civile en Syrie, que l'on a vu une confrontation entre entre la Turquie et la Russie, mais pas tellement entre l'Iran et la Turquie sur la question syrienne. Parce que même s'il y a un désaccord sur quel groupe soutenir, il y a cette peur aussi également partagée entre la Turquie et l'Iran de voir un Kurdistan syrien indépendant. Donc là, les États anciens de la région se rejoignent et s'opposent à toute volonté d'indépendance des Kurdes. Donc on voit aussi que la question religieuse n'est pas non plus le seul élément de décision. Alors la montée en puissance, pour finir avec le Moyen-Orient, de l'Iran au Moyen-Orient, est à la fois la conséquence des actions américaines, mais aussi, si vous voulez, la faillite des États arabes. C'est d'abord le vide politique créé par l'affaiblissement des États arabes, des problèmes locaux, si vous voulez, qui ont permis à l'Iran d'étendre son influence. Par exemple, l'Iran est une puissance opportuniste au Yémen. C'est pas l'Iran qui a déclenché la guerre entre les Houthis ou la guerre civile au Yémen. Donc, simplement, aujourd'hui, la situation est plus favorable pour l'Iran parce que l'Occident a pour ennemi prioritaire Daesh, surtout après les attaques de l'année dernière. Et donc l'Iran a une nouvelle image en Occident, qui est assez étonnante, puisque la perception occidentale de l'Iran a très fortement changé en lien avec ce nouvel ennemi prioritaire et cette peur de la salafisation de l'islam qui nous touche directement. Et l'Iran, en ce sens, apparaît comme un partenaire dans la lutte contre le terrorisme et le djihadisme, par exemple, syro-français, puisque le Hezbollah est en guerre contre les mêmes groupes que nous, qui nous attaquent, que ce soit au Yémen également, contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Les alliés de l'Iran combattent ceux qui ont ordonné les attentats de Charlie Hebdo. Et là, ça va créer un problème entre l'Occident et Israël. Parce qu'Israël, par contre, n'a pas les mêmes intérêts. Israël pense que l'Iran reste la principale menace régionale et que Daesh est préférable, en un sens, à l'influence du Hezbollah et de l'Iran dans la région. Sur la montée en puissance de Daesh, l'Iran craint cette salafisation de l'islam, là, dans ce cas-là, la salafisation du djihadisme, parce qu'il y a une dimension anti-chiite qui est nouvelle. Al-Qaïda n'avait pas pour principal ennemi les chiites. Daesh a pour principal ennemi les chiites. Les talibans n'avaient pas pour principal ennemi les chiites. Daesh a pour principal ennemi les chiites, ensuite l'Arabie et enfin l'Occident. Donc ça, c'est dans l'ordre. Donc pour l'Iran, je pense qu'il y a vraiment la volonté d'avoir une coopération tactique avec l'Occident sur ces questions, mais il n'y a pas un bouleversement stratégique comme on l'a vu entre les États-Unis et Cuba en raison de l'obstacle israélien pour le rapprochement entre les deux pays. Ensuite, je pense que pour comprendre cette montée des tensions sectaires au Moyen-Orient, il faut s'intéresser à ce qui se passe sur le flanc est de l'Iran, donc en Asie du Sud-Ouest, en Afghanistan et au Pakistan. Donc j'ai fait une recherche de terrain, notamment à Herat et à Kaboul pendant l'été 2014, et j'ai pu constater qu'il y avait, malgré le fait que les chiites sont reconnus par la constitution afghane de 2004 comme l'une des écoles juridiques de l'islam, l'école jafarite, c'est le seul pays, la seule république islamique où le fiqh, la jurisprudence chiite, est reconnue par une constitution d'un pays musulman en tant que possibilité pour régler les différends au sein de la communauté chiite. Donc ça, c'est un phénomène important. Par contre,
L'obstacle pour l'Iran en Afghanistan, c'est à la fois les liens privilégiés avec la communauté hazara, qui elle-même est stigmatisée en tant que minorité ethnique en Afghanistan, et aussi la montée en puissance de ce qu'on a appelé la wahhabisation de l'islam. Donc le fait que l'Arabie saoudite, depuis les années 80, a tenté de limiter, si vous voulez, l'influence de l'Iran dans cette zone et a propagé une idéologie anti-chiite au sein des populations sunnites. Avant les années 80, il n'y avait pas autant, si vous voulez, de tensions entre les communautés en Afghanistan et au Pakistan. À l'école, dans les facultés afghanes, l'école jafarite est enseignée par des sunnites. Mais, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de volonté de développer cet aspect-là dans l'enseignement religieux dans les facs en Afghanistan. Alors que dans les universités privées Hazara, donc financées par l'Iran, on va retrouver, si vous voulez, une ouverture sur les écoles juridiques de l'islam sunnite et un enseignement plus ouvert. Tout simplement parce que les chiites sont une minorité et ils doivent sans cesse prouver leur appartenance au monde musulman, parce que l'Arabie saoudite et les salafistes ne les considèrent pas comme des musulmans. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important à avoir en tête. Par contre, sur le plan culturel, il y a aussi là un obstacle pour l'influence de l'Iran, parce que les persanophones en Afghanistan sont aussi, disons, en tension à la fois avec l'Iran pour la concurrence sur l'héritage de la civilisation persane. Donc, est-ce que le Khorasan, si vous voulez, historique de l'Iran ancien du Moyen-Âge, si vous voulez, est quelque chose qui est afghan ou iranien? Donc là, il y a une concurrence nationaliste, je dirais, pour l'appropriation du passé poétique et littéraire que les Afghans et les Iraniens ont en partage. Et en même temps, les persanophones, on dit Farsi Zabon, sont en tension avec les Pashtuns, qui sont majoritaires. Donc on voit par exemple à l'université, on va utiliser le mot Paentun, université qui est un mot Pashtun, on ne va pas utiliser le mot persan qui est Daneshga. Donc il y a même au niveau de l'utilisation du vocabulaire, alors que le Dari, qui veut dire langue de cour, le persan qui est parlé en Afghanistan, est la langue vernaculaire. C'est la langue à travers laquelle tout le monde communique. Même les Pashtuns connaissent le persan, alors que les persanophones ne parlent pas le pashto. Ça, c'est les écoles, donc les universités financées par l'Iran. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chiites pro-américains en Afghanistan. Donc, parce qu'ils ont bénéficié de l'intervention militaire américaine et en même temps, ils sont proches de l'Iran. Et là, ils ont quand même quelques difficultés pour gérer cette contradiction, surtout dans la période précédente où il y avait des tensions très fortes et des sanctions américaines contre l'Iran. Mais je pense que la particularité de cette communauté, c'est de vouloir entretenir des bonnes relations à la fois avec les Occidentaux et la République islamique d'Iran. Donc là, c'est des enseignements d'anglais. Donc on va donner des cours d'anglais dans les universités. C'est l'université Ibn Sina à Kaboul. Et là, on va utiliser le mot Daneshga. Et on va retrouver le style de l'architecture iranienne de la République islamique d'Iran. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Iran apparaît comme une puissance progressiste, puisque les hommes et les femmes peuvent étudier ensemble. Et même la théocratie iranienne, si vous voulez, dans le contexte afghan, apparaît comme vraiment très progressiste. Ça peut paraître surprenant, mais c'est un phénomène intéressant à analyser. Donc ça, ce sont les mosquées financées par l'Iran. Et on voit que, si vous voulez, l'Iran n'a pas pu imposer son modèle de gouvernement islamique, pour la raison que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que les chiites afghans sont une minorité. En plus, il y a ce problème de la stigmatisation des minorités chiites par les musulmans wahhabisés, et aussi, à mon sens, le risque de voir les téléconfessionnels. Ça, c'est un phénomène nouveau aussi. Ce sont les téléchiites, les télésunnites qui sont financés par l'Iran et l'Arabie saoudite et qui conduisent quand même à une sectarisation, si vous voulez, une approche de plus en plus sectaire des relations. Et la question, j'ai posé de nombreuses questions sur le dialogue interreligieux. Le problème en Afghanistan, c'est qu'il n'y a pas de minorité chrétienne et il n'y a pas de juifs. Donc les chiites apparaissent vraiment comme l'autre religieux. Donc là, vraiment, on voit le niveau de tolérance qui est très faible. Même si c'est un régime politique qui a été installé par les Américains,
on voit qu'il y a vraiment une difficulté pour promouvoir la tolérance religieuse en Afghanistan. Là, c'est la question de l'influence régionale de l'Iran au Tadjikistan. C'est le bazar transfrontalier d'Eskashim, qui est dans le Badarchan, à la frontière tadjiko-afghane. Et là, on voit aussi que on va retrouver des produits iraniens. Ce sont des produits de l'agroalimentaire iranien. Et l'Iran, dans cette région, va avoir les mêmes alliés que l'Occident, une fois de plus. Va craindre, si vous voulez, les talibans, les groupes extrémistes, et va jouer le rôle, si vous voulez, d'une puissance stabilisatrice dans cet espace. Mais si vous voulez, ce qui est important à comprendre par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, on parle souvent, par exemple, des combattants chiites qui vont se battre d'Afghanistan et du Pakistan en Syrie. L'Iran, à mon avis, n'a pas beaucoup de difficultés pour recruter, vu la situation de ces populations dans cet espace. Et ils ont d'abord été victimes de ce que j'ai appelé la wahhabisation de l'islam. Donc ça explique aussi pourquoi... ça, c'est une mosquée chiite à Islamabad. Donc pour entrer, par exemple, dans cette mosquée, il faut passer de très nombreux contrôles de sécurité, beaucoup de checkpoints, pour éviter les attentats suicides. Donc vous voyez, même au niveau de la géographie du lieu, vous comprenez la menace qui pèse sur ces populations. Si vous êtes Hazara chiite au Pakistan et que vous marchez dans la rue, vous pouvez être assassiné. Donc ça, c'est un mot-là dans une mosquée qui reçoit quand même des financements de nos amis iraniens. On voit l'ayatollah Khamenei, l'ayatollah Khomeini ici en petit. Là, vous avez Mournier. Par exemple, quand le Cheikh Al-Nimr a été tué en Arabie, on a mis aussi des photos, je pense, dans cette mosquée du Cheikh Al-Nimr d'Arabie. Donc il y a une transnationalisation aussi avec la globalisation. On voit que quand il y a un dignitaire ou un clerc chiite qui est tué en Arabie Saoudite, il y a une mobilisation globale au sein des populations chiites dans tous les espaces où les chiites sont présents. Alors la limite de cette politique de l'Iran de financer les communautés chiites, c'est que cela ne correspond pas forcément à la demande des populations locales. Par exemple, au Tadjikistan, on va plutôt rechercher le passé pré-islamique de l'Iran. Parce que dans la reconstruction de l'identité nationale tadjik, après la chute de l'Union soviétique en 1991, on a mobilisé sur le thème de la race aryenne, de l'arianisme, de l'Iran ancien, mais pas du tout sur la dimension chiite, parce que les populations au Tadjikistan sont majoritairement sunnites. Donc si vous allez au centre culturel d'Iran, de la République islamique d'Iran à Douchanbé, vous n'avez que des livres sur les productions religieuses. Même s'il y a quelques maintenant, depuis les années 90, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aussi avoir quelques livres sur Persépolis, sur l'histoire de l'Iran, parce que ça fait aujourd'hui, l'Iran ne peut plus, présenter une image qui n'intègre pas cette dimension-là. C'est quand même pas l'objectif prioritaire de la République islamique. Et la même chose au Pakistan, où il y a un très grand respect pour l'héritage poétique et littéraire persan, avec la figure de Rumi, qui est une figure qui est quand même vénérée dans l'ensemble de la région. Et l'Iran, souvent, en insistant sur l'identité chiite religieuse, va, si vous voulez, disons, créer une forme de sectarisation également. Parce que, en se focalisant essentiellement sur les mosquées chiites, donc ça c'est Iftar dans la même mosquée. Voilà. Un autre aspect qui est important sur la religion dans la politique étrangère de l'Iran, c'est la question du dialogue des civilisations qui répondrait au clash des civilisations de Huntington. Donc Régis Debray critique cette approche dans son livre sur le mythe du dialogue des civilisations, puisqu'il y a une confusion entre civilisation et religion. Est-ce que la culture est la religion ? Et aussi la représentativité des civilisations. Qui représente les civilisations dans le dialogue ? Donc là se pose un problème essentiel. Mais l'idée de dialogue des civilisations en Iran, je pense, pose la question aussi de la capacité des monothéismes à dialoguer. Est-ce que le dialogue interreligieux est possible entre des religions qui pensent détenir la vérité ? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension prosélyte dans le dialogue interreligieux ? C'est une question qui se pose, mais le Vatican a un dialogue très ancien avec le clergé chiite, et l'Église orthodoxe russe, j'en ai parlé tout à l'heure, a un dialogue depuis 1997.
Et ce dialogue est vraiment très politique, puisqu'il est soutenu par les deux États, et que, si vous voulez, il y a vraiment une adéquation entre, d'un côté, la volonté du président Poutine, depuis son retour en 2012, et la République islamique d'Iran, de donner, si vous voulez, une vision du monde qui est perçue comme une alternative à ce qu'ils appellent l'hégémonie occidentale. Alors ils ont inventé des concepts de droits de l'homme islamique, des droits de l'homme orthodoxes, ils rejettent la sécularisation de l'Occident, la décadence, la dépravation qu'ils considèrent qui est notre quotidien. Donc ils sont vraiment dans un rejet civilisationnel. Donc là, il y a vraiment la volonté, si vous voulez, d'imposer cette opposition entre leur moralité et, si vous voulez, pour eux, la décadence s'explique par la confusion entre l'individu et dans la question de l'individu dans les droits de l'homme. En tout cas, il faut, je pense, lire ces sources-là, parce qu'elles nous permettent de comprendre comment on est perçu par ces gouvernements. Ensuite, pour terminer, au Moyen-Orient, notamment l'Institut pro-israélien de Washington, le Washington Institute for Near East Policy, a publié des articles récemment sur le concept de djihadisme chiite, en raison de l'intervention de l'Iran en Syrie. Donc il s'agit, à mon sens, de faire une équivalence entre le djihadisme sunnite et le djihadisme chiite. Donc il y a une dimension de propagande qui me semble évidente. Mais en même temps, c'est vrai que l'Iran, depuis la guerre en Syrie, a commencé à présenter son intervention, notamment auprès des combattants chiites au Pakistan et en Afghanistan, pour la protection des lieux saints de l'islam chiite en Syrie, notamment le mausolée de Zainab. Et donc il y a quand même une sectarisation, ce que j'appelle une chiitisation subie de la politique régionale de l'Iran. Mais là où l'équivalence, à mon avis, n'est pas valable, c'est que dans l'islam chiite, il y a une grande tolérance vis-à-vis des populations juives ou chrétiennes. Par exemple, l'Arabie saoudite ne tolère pas la construction d'églises, alors qu'en Iran, on peut construire des églises. Donc il n'y a pas cette dimension anti-minoritaire qu'on va trouver dans l'islam salafisé, où on va faire du massacre des hérétiques chiites ou des chrétiens un devoir religieux. Ensuite, sur la conclusion, on pourrait dire que, si vous voulez, ce qui est important dans l'islam chiite, la principale différence, c'est la question de l'ijtihad, de l'interprétation, la contextualisation, l'existence d'un clergé. Mais c'est pas parce que la République islamique a une dimension théocratique dominante que la politique étrangère de l'Iran ne s'explique que par des facteurs religieux. Donc ça, c'est un aspect aussi qui me semble important. Et sur la rivalité, ce qu'on appelle souvent la guerre froide entre l'Iran et l'Arabie saoudite, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afghanistan ou au Pakistan, on va quand même voir que ce sont deux États qui pourraient in fine s'entendre contre Daesh, parce qu'ils sont désignés comme ennemis, l'Arabie et l'Iran, par Daesh. Aussi, il y a la question, depuis la rupture des relations diplomatiques, de l'absence des musulmans iraniens pour le pèlerinage. Donc là aussi, ça peut être aussi un facteur qui va favoriser le rapprochement, parce que l'Arabie saoudite ne peut pas durablement exclure 80 millions de musulmans du pèlerinage de la Mecque en tant que gardienne des lieux saints. Donc le religieux peut aussi être un facteur de rapprochement. Voilà, je m'arrêterai là, je vous remercie. Merci Clément Terme. Vous constatez la réponse, la présentation a été claire, limpide et je dirais presque, elle simplifie des réalités très complexes. Elle nous présente de manière très claire des réalités très complexes. C'est un véritable plaisir. Le débat est ouvert. Je vais laisser le micro. Voilà, le micro. La parole est... Petite question. Donc, j'ai compris que le chiisme iranien, enfin, je vous dis iranien, admet que la religion puisse être politique. Vous avez dit que Khomeini a fait, c'est une innovation. Qu'en est-il des chiites irakiens? J'ai compris il y a quelque temps que les chiites irakiens ne sont pas d'accord pour se mêler de politique. Ça, c'est la première. Et deuxième question, qu'en est-il des pays d'Afrique du Nord vis-à-vis du conflit saoudo-iranien?
Merci pour votre question. Oui, on dit que traditionnellement, l'école de Najaf, donc la ville sainte chiite d'Irak, est plus quiétiste que la ville sainte de Rome, parce que depuis l'émergence de la République islamique d'Iran, le clergé iranien a été en partie étatisé. Mais cela ne veut pas dire qu'à Rome, tous les ayatollahs sont d'accord avec le principe de la République islamique. Par contre, là où le système iranien est intéressant, c'est qu'on a maintenu un degré important de pluralisme à l'intérieur du clergé chiite iranien. Donc peut-être on pourrait même dire en un sens que l'ayatollah le plus suivi en Iran, c'est l'ayatollah Sistani, qui lui est basé à Najaf. Mais on peut avoir aussi le cas d'un ayatollah qui est contre le gouvernement islamique de l'ayatollah Khomeini, mais qui en même temps est beaucoup plus conservateur sur les questions de relations hommes-femmes. Donc c'est la question de la relation entre religion et politique n'est qu'un élément, si vous voulez, dans la pensée religieuse d'un ayatollah. C'est vrai que souvent on a tendance à se focaliser sur cet élément-là, mais je pense qu'il est intéressant de voir que par exemple le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, est plus tolérant pour les relations hommes-femmes que l'ayatollah Sistani d'Irak, qui lui est quiétiste mais plus conservateur sur les questions de relations hommes-femmes. Ensuite, sur la question des chiites en Irak, leur histoire est différente, puisque sous Saddam Hussein, ils ont été très fortement réprimés. Et par contre, il faut faire attention, quand on dit que l'ayatollah Sistani est quiétiste, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pour une influence du religieux sur la société. Mais souvent, c'est une influence qui se limite à la dimension de justice. D'ailleurs, la théocratie iranienne, la révolution islamique a d'abord voulu islamiser l'appareil judiciaire. Et c'est ça qui est la priorité des clercs. Ensuite, sur beaucoup d'aspects, le droit iranien est séculier. Donc même l'islamisation de l'État n'est pas complète, même en Iran. Sur la question de l'Afrique du Nord, là, je ne suis pas spécialiste, mais c'est vrai qu'il y a eu la rupture des relations avec le Maroc, me semble-t-il, il y a quelques années, et il y avait la peur du prosélytisme chiite. Oui, il y avait, mais c'est aussi au Maroc, en tout cas, c'est à voir avec les relations, la proximité entre le roi du Maroc et l'Arabie Saoudite. Donc, à mon avis, c'est sont surtout des facteurs externes. L'Iran, historiquement, vous le savez, au Maghreb, est très proche de l'Algérie. Les accords d'Alger de 1980, le tiers-mondisme, etc. Donc le point d'ancrage de l'Iran en Afrique du Nord, c'est l'Algérie. Le président Bouteflika s'est rendu en Iran. Donc là, il y a vraiment une connivence et même, je crois, une sympathie qui est très forte. On dit souvent que les Iraniens et les Algériens sont un peu comme des pays rebelles, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vont soutenir tous les mouvements qui s'opposent un peu à l'ordre occidental, etc. Donc ils ont eu, même au-delà des affinités qui sont très profondes, à mon sens. L'Iran a vu très favorabement également la victoire d'Ennahda en Tunisie, puisqu'il y a des frères musulmans iraniens. Donc là, on a joué cette carte sunnite dans les relations avec la Tunisie. Des dignitaires sunnites iraniens se sont rendus en Tunisie pour saluer la victoire d'Ennahda, qui est quand même un mouvement proche des frères musulmans, comme cela s'est passé quand Morsi a gagné en Égypte. Il y a cette sympathie en Iran pour l'islam politique sunnite également. Bonjour. Moi, ma question, c'était, vous avez parlé que le Hezbollah, c'est la seule réussite de la République islamique en dehors d'Iran. Aujourd'hui, le Hezbollah, c'est quand même un État dans l'État, beaucoup qualifié comme ça. Je veux savoir, c'est quoi le défi des pays arabes aujourd'hui pour éviter ce genre de réussite, pour fédérer plutôt les minorités ou les citoyens autour de leur propre État, plutôt que des visions qui sont importées d'Iran, par exemple. Je ne sais pas si j'ai été clair dans... Non, j'ai dit que le Hezbollah, oui, c'est parce que c'est le Hassan Nasrallah et le Vakil, le représentant du guide suprême au Liban. Donc il y a une forme d'allégeance à la tutelle du juriste théologien iranien à l'extérieur du territoire de l'Iran. Donc ça, c'est quand même un phénomène très intéressant. Ensuite, sur l'influence du Hezbollah, je pense qu'il y a un consensus au Liban sur le fait que l'intervention du Hezbollah en Syrie contre Daesh est quand même un élément assez favorable pour la sécurité du Liban, parce qu'il y a une peur de Daesh. Donc je pense que dans le monde arabe, finalement, également, comme en Occident, aujourd'hui, c'est vraiment
la peur du salafisme djihadiste qui domine. L'Iran n'est plus perçu, je pense, en tout cas ici en Occident, comme la principale menace pour la sécurité régionale. J'ai fait ma thèse sur les relations entre l'Iran et la Russie. Pendant très longtemps, les néoconservateurs occidentaux ont considéré la relation irano-russe aussi, ça vous éclairera l'aspect des dialogues interreligieux qui nous rejettent très fortement sur le plan culturel, ont été stigmatisés, si vous voulez, en Occident comme la principale menace pour la sécurité régionale et la sécurité des pays occidentaux. Si vous regardez le livre blanc pour la défense de la France de 2013, c'est l'Iran qui est présenté comme la principale menace. Aujourd'hui, on a été attaqué par Daesh. Donc je pense que aussi dans les pays arabes, la peur de l'Iran, oui, mais la peur de Daesh est prioritaire. Je pense notamment en Arabie Saoudite, qui est désignée par Daesh comme un ennemi. Donc la dynastie des Saouds est vraiment perçue comme un ennemi par Daesh, comme gardienne des lieux saints. Il y a une concurrence très forte au sein du monde sunnite entre différents courants. Et je pense que l'Iran, son jeu, c'est de profiter de ces différences. C'est-à-dire que l'Iran va s'efforcer de se rapprocher de personnalités comme Tariq Ramadan, par exemple, qui avait une émission sur Press TV, la CNN iranienne. Tariq Ramadan, par exemple, soutient le programme nucléaire de l'Iran contre Israël. Tariq Ramadan va soutenir, si vous voulez, le soutien de l'Iran à la cause palestinienne. Donc il y a vraiment cette sympathie entre les frères musulmans et l'Iran, comme je l'ai dit, de l'islam politique sunnite et chiite. Mais l'Arabie essaye de couper ces liens. Dès les années 80, les frères musulmans ont été obligés de rompre les liens avec les mollahs iraniens sous la pression de l'Arabie. Ça, Stéphane Lacroix, mon collègue, a travaillé là-dessus. Donc ça, c'est un aspect intéressant. Donc il faudrait voir si la politique sectaire de l'Arabie saoudite dans la région, qui stigmatise les chiites comme hérétiques, n'est pas aussi un moteur pour l'influence de l'Iran. À partir du moment où il y aura une volonté, ce qu'on appelle le rapprochement entre les chiites et les sunnites, je pense que l'Iran aura une politique plus constructive aussi. Donc le problème, bien sûr qu'il y a une chiitisation de la politique régionale de l'Iran, mais c'est aussi la conséquence des événements et de la stigmatisation des populations chiites comme n'appartenant pas à ce que l'Iran appelle le takfir. Il dénonce les excommunications venant des oulémas salafistes. Donc peut-être s'il y avait une plus grande tolérance vis-à-vis des minorités chrétiennes dans l'islam wahhabisé, des minorités chrétiennes, chiites, etc., juives, là, peut-être, je pense qu'il y aurait un espoir pour une stabilisation de la région. Je vais peut-être faire une remarque. En fait, tu as dit que, à propos de Nasrallah, qu'en fait, il y a un consensus au Liban sur le fait que Nasrallah, son intervention en Syrie était dirigée contre Daesh. Là, je serais un peu en faux parce qu'en réalité, il n'y a pas un véritable consensus sur l'intervention du Hezbollah en Syrie. Elle est devenue, c'est le discours que le Hezbollah avance en fait, en disant voilà, nous sommes intervenus en Syrie pour éviter au Liban, etc. Donc on est quand même dans une inversion du discours qui est quand même assez intéressante parce qu'au Liban il n'y a pas justement l'entrée du Hezbollah et la mainmise iranienne. C'est ça qui est intéressant, ce qui est perçu comme étant une mainmise iranienne sur la porte de la Méditerranée, ça c'est quelque chose qui fait débat, y compris parmi les communautés chiites elles-mêmes. Ça c'est par rapport à ce que tu disais. Il y a un autre élément qui, moi, me pose question, c'est qu'en réalité, les chiites ont toujours existé avant l'Iran. Les chiites dans la région n'ont pas attendu l'Iran pour exister. Ils ont toujours, et ça a toujours été une communauté relativement discrète et flexible, avec une capacité d'adaptation dans les différents milieux où elle se trouve, que ce soit un milieu chrétien ou un milieu sunnite, etc. Moi, je citerai à titre d'exemple la communauté chiite, qui est une minorité quasiment invisible en Jordanie, que personne n'identifie comme telle, mais qui sont très présents et qui sont très discrets, qui sont complètement fondus dans la masse de la Jordanie du Nord, parfaitement acceptés dans la population, avec vraiment
et tout le monde sait que ce sont des chiites, mais il y a des mariages, des intermariages et tout ça. En revanche, là où le problème, là où ils ont été désignés et vraiment montrés comme chiites, ça a été par la monarchie hachémite elle-même, lorsqu'à un moment donné, il a été question de l'axe chiite, et donc il fallait identifier tous les acteurs qui pouvaient être le relais entre l'Iran et, entre autres, la résistance, le Hamas, par exemple, qui passait par ces communautés chiites, qui étaient en général d'un côté pro-iraniennes, d'un autre côté pro-palestiniennes, etc. Et là, ils les ont obligés à avoir ce qu'ils appellent des madafas, c'est-à-dire des lieux de rencontre communautaires pour chiites, qu'ils appellent les mataoulés. Ça s'appelle la madafa des mataoulés, la madafa des chiites, en fait, qui n'est même pas une appellation officielle. Hein. Et donc, du coup, ça permettait aux services de renseignement, en fait, disons, au pouvoir politique, d'identifier les principaux acteurs, les personnalités imminentes de cette communauté et de pouvoir, par la suite, voilà. Donc, je voulais juste... voilà. Juste pour compléter, oui, la source que j'utilisais pour dire qu'il y avait un soutien au Liban, c'est les sondages en fait qui sont évoqués dans le prochain numéro de Confiance Méditerranée par ma collègue Aurélie Daher, qui montre que en majorité, la population libanaise soutient l'intervention du Hezbollah, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat politique, parce que bien sûr au Liban, il y a des factions politiques qui sont aussi très dépendantes de l'Arabie saoudite. Mais je pense que l'Arabie, en nommant le Hezbollah comme organisation terroriste, est à contre-courant, si vous voulez, de l'évolution de la perception du rôle de l'Iran et du Hezbollah en Occident. Même si les États-Unis désignent le Hezbollah comme organisation terroriste, l'Union européenne désigne simplement l'organisation militaire du Hezbollah comme terroriste, pas l'organisation politique. Donc je pense que comme le Hezbollah est un acteur politique majeur au Liban, le raidissement saoudien sur cette question pourrait être préjudiciable à son influence au Liban. Par contre, je pense que là, il y a un problème. Et le rapprochement aussi de l'Arabie saoudite avec Israël peut poser problème au Liban aussi, je pense. Parce que les nombreuses réunions entre responsables israéliens et saoudiens, à mon avis, ne sont pas perçues très favorablement à Beyrouth. Donc ça, c'est aussi une autre limite. Donc c'est vrai que l'Iran, au Liban, va s'efforcer de se présenter comme république islamique. Ils n'insistent pas du tout sur la dimension iranienne de leur identité. Ils vont dire Jomhuri Islami seulement. Il n'y a pas, en tout cas en 2012 quand j'étais au Liban, il n'y avait plus de restaurant iranien. Donc il y avait vraiment une négation de la dimension culturelle iranienne et se présenter, si vous regardez la télé financée par l'Iran, l'Iran se présente simplement comme musulman dans cet espace, parce que ils sont tout à fait conscients que la dimension nationale iranienne peut susciter le rejet au sein des populations arabes, et de même que cette stratégie vis-à-vis du Liban, certes, se voyait à l'époque du régime impérial, mais la présence de l'Iran dans le conflit israélo-palestinien est un phénomène qui est né avec la révolution islamique, puisque le Shah d'Iran, comme la République islamique, dans la politique régionale, avaient pour priorité, et ont toujours pour priorité, le Golfe Persique. Donc là, il y a une continuité. Par contre, sur la deuxième priorité de la politique régionale, le Shah voulait créer l'Union européenne de l'océan Indien. Donc le Shah, lui, était plutôt dans une approche civilisationnelle du monde indo-iranien, plus en phase avec l'identité de l'Iran dans le temps long, si vous voulez. Donc il y a notamment un voyage en Australie au milieu des années 70 et l'ouverture des ambassades en Afrique à ce moment-là. Donc vraiment c'est important de voir que le Shah voyait le rayonnement de son pays dans l'océan Indien, alors que la République islamique, en raison de cette dimension de l'islam politique et de l'idéologie qui prend, si vous voulez, qui sous-tend la prise de décision, la cause palestinienne prend une importance importante et ça explique la volonté d'ancrage au Liban. Et à mon sens, ça explique aussi la politique iranienne en Syrie. La Russie est en Syrie pour la Syrie. À mon avis, l'Iran est en Syrie pour le Liban. Et pour rester un acteur dans le conflit israélo-palestinien. Parce que ça, c'est vraiment, du point de vue de la politique étrangère de l'Iran, la principale innovation de la République islamique. Comment tu expliques, en fait, l'arrivée comment est-ce que la question palestinienne est devenue une question iranienne?
Ça, c'est quand même une question. Enfin, je veux dire, on peut se poser la question. Enfin, c'est ça. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'était préconçu à la base? Je veux dire, ça peut surprendre, en fait. Comment on en est arrivé à une situation où les Iraniens, finalement, on est loin, c'est pas leur cause, en fait. Et comment on en est arrivé à rendre cette question centrale dans la politique étrangère, dans les discours, etc. Et est-ce que c'est central dans les discours intérieurs? C'est dans les discours intérieurs. Enfin... On dit que ça fait partie de l'ADN de l'Occident de défendre Israël. Je dirais que ça fait partie de l'ADN de la République islamique de défendre la cause palestinienne et de rejeter ce qu'ils appellent les sionistes. Alors il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est ce que j'ai dit, c'est la chiitisation de la pensée politique des frères musulmans. Donc si vous avez étudié Sayyid Qutb, si vous avez étudié Hassan al-Banna, voilà, vous avez les éléments qui expliquent pourquoi, sur le plan idéologique, en chiitisant l'islam politique des frères musulmans, l'Iran, les révolutionnaires religieux iraniens ont fait de la libération de la Palestine un devoir religieux, une question religieuse. Donc ça, c'est le premier élément, qui est lié, si vous voulez, à l'influence de l'islam politique sunnite sur l'islam politique chiite. Depuis la Révolution, c'est l'inverse qui s'est produit. Ça, c'était les années 70. Dans les années 80, on voit l'influence de l'islam politique chiite sur l'islam politique sunnite. Par exemple, quelqu'un comme Tariq Ramadan est intéressé par l'Iran. Donc, vous voyez, donc là, l'Iran prend le leadership, si vous voulez, dans cette mouvance. Ensuite, le deuxième élément, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la rupture par rapport au régime impérial. Comme toute révolution, les nouveaux dirigeants iraniens ont considéré que tout ce qu'avait fait le Shah était négatif. Et en même temps qu'ils ont redéfini l'identité de l'Iran, vous vous rappelez la triple appartenance, identité pré-islamique, identité chiite duodécimaine et identité moderne. Ils ont réduit à l'identité islamique. Donc ils ont perdu cette volonté, par exemple, qui était celle du régime impérial, d'être un acteur dans l'océan Indien. Et du coup, en redéfinissant leur identité nationale, ils ont voulu devenir un acteur arabe. Parce qu'aussi, vous voyez bien que l'arabe, c'est la langue de Dieu, c'est la langue du Coran, et l'arabe, dans l'islam, c'est majeur. Donc c'est évident que les mollahs parlent arabe. La deuxième langue en Iran qui est enseignée, c'est l'arabe. Avant même la langue régionale, par exemple, pour les populations turques, ils appellent d'Iran, ils apprennent d'abord le persan, ensuite l'arabe, et ensuite le turc. Donc là, vraiment, il y a une redéfinition. Et je pense aussi que le troisième élément, c'est ce qu'Olivier Roy appelle la dimension tiers-mondiste de la révolution iranienne. Et la cause palestinienne est un élément majeur des non-alignés, de la contestation de ce qu'ils appellent les puissances arrogantes. Et le sionisme d'Israël est perçu comme la prolongation de l'Occident au Moyen-Orient. Et donc, pour s'opposer à l'Occident, on va soutenir la cause palestinienne dans une volonté anti-hégémonique, et ça permet aussi de dénoncer les doubles standards de l'Occident. Donc sur le plan de la diplomatie publique, c'est très utile, parce que ça permet, sur le plan de la rhétorique et de la confrontation discursive, de montrer, si vous voulez, les ambivalences et les contradictions de l'Occident sur le droit international, par exemple, en mentionnant que Israël ne respecte pas le droit international, que l'Iran oui, etc., notamment depuis l'accord. Et surtout sur la question du nucléaire. L'Iran propose depuis les milieux des années 70 une zone dénucléarisée au Moyen-Orient. Voilà, donc là, la question d'Israël et de la bombe israélienne se pose. Donc là, il y a vraiment un élément très fort pour l'Iran dans sa nouvelle diplomatie régionale. Et j'ai dit également que ça permettait de dépasser le clivage sunnite-chiite. Parce que face à Israël, tous les musulmans doivent s'unir. Et donc là, il y a un élément très fort aussi pour la diplomatie publique, notamment pour ce qu'on appelle le soft power de l'Iran. Par exemple, quand le guide suprême Ali Khamenei a critiqué l'intervention de l'Arabie saoudite au Yémen, il a mentionné le fait que les Saouds étaient pires que les sionistes. Et que les sionistes, malgré toute leur puissance, quand ils ont bombardé Gaza, n'ont pas vaincu. Et voilà, donc ils redéfinissent le conflit du Yémen. Et c'est très utile parce que l'Occident qui soutient cette intervention militaire, en raison de notre alliance avec l'Arabie saoudite, en termes d'image au Moyen-Orient, l'Iran a une carte à jouer là, notamment en raison de l'enlisement en Syrie et du fait qu'ils ont soutenu en Syrie le régime autoritaire. Mais ça permet, si vous voulez, là aussi de montrer que toutes les diplomaties
même celles qui prétendent défendre les droits de l'homme, etc., comme celles de nos pays, ont des contradictions, des doubles standards, et que finalement, il n'y a pas de morale, si vous voulez. Et que l'Iran, comme les autres, qui soutient par exemple la révolution au Bahreïn, mais soutient la dictature en Syrie. Nous soutenons la révolution en Syrie, mais nous sommes pour l'oppression au Yémen. Vous voyez, donc l'un dans l'autre, ça permet aussi à l'Iran de déconstruire les discours occidentaux. Israël, pour eux, je pense, est d'une richesse vraiment phénoménale. Oui, ça permet aussi peut-être ce qui a permis, pour revenir à la centralité de la question israélienne, c'est qu'en 2000, lorsque le Hezbollah l'a emporté, avec le retrait israélien du Sud-Liban, a inauguré quelque chose, un engouement total dans la région pour le Hezbollah et pour l'Iran. Ce qui revient un peu d'abord en 2000. Et en 2006, ça confirmait la sauvagerie d'Israël. En revanche, en 2000, ça a donné raison à la stratégie iranienne de lutter contre Israël, puisque ça a été le Hezbollah qui a gagné, le faible qui a gagné contre le fort, enfin quelque chose de relativement épique comme ça. Voilà. Bon, j'arrête moi. Attendez, on va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui. Allez-y. Moi, je voulais vous demander, je suppose que vous avez entendu parler d'Abdelkrim Soroush. Oui. Est-ce qu'il est toujours influent en Iran? Moi, je n'ai pas travaillé spécialement sur cette question. C'est mon collègue Mohsen Motari qui est venu ici, d'ailleurs, il y a quelques semaines, qui est spécialiste de cette question. Je pense que la question de Soroush, c'est que lui-même, il est un des acteurs principaux de la révolution culturelle, de l'islamisation des universités. Donc sa crédibilité, quand même, parmi ce qu'on appelle les militants de la société civile iranienne, n'est pas très forte. Mais là où ça fait partie de ces intellectuels religieux qui sont intéressants parce qu'ils ont déconstruit le discours officiel sur la légitimité du gouvernement religieux. Maintenant, le problème, à mon sens, c'est est-ce que la question d'une démocratie islamique est la bonne question? Moi, je fais partie des historiens qui pensent que quand on met un adjectif à démocratie, c'est pas bon signe. Démocratie populaire, vous voyez, dans l'histoire. Donc moi, la pensée de Soroush, surtout l'évolution de la pensée qui est intéressante, je pense, en tant qu'historien. Le fait qu'il était un des militants les plus radicaux de la révolution. Et on a vu ça aussi avec Mir Hossein Mossavi. Donc ça, c'est dans les trajectoires des révolutionnaires iraniens. C'est un phénomène qui est assez intéressant. Où la vice-présidente Massoumeh Ebtekar également, qui faisait partie du groupe des preneurs d'otages des diplomates américains, qui aujourd'hui est vice-présidente pour l'environnement. Donc on voit une très grande modération, un embourgeoisement, on pourrait dire, de certains révolutionnaires. Mais les opposants en exil, le problème, c'est que en Iran, je pense, le pluralisme à l'intérieur du pays s'inscrit vraiment dans des limites, des lignes rouges très précises. Et le problème de ces militants, une fois qu'ils sont en exil, même s'il a sûrement changé de manière sincère par rapport aux années 80, son audience en Iran passe par les télévisions par satellite ou par les radios financées par les États-Unis en persan. Et je pense que compte tenu du nationalisme du peuple iranien, ce qui vient de l'extérieur, de la diaspora, etc., n'a que peu d'influence, si vous voulez, sur l'évolution politique du pays. Et il y a toujours l'accusation de l'allégeance avec le pays d'accueil. Donc je pense que c'est très difficile pour un militant, une fois qu'il a quitté l'Iran, d'avoir une influence à l'intérieur du pays, parce que la République islamique, je pense, a un contrôle assez important à la fois sur la production intellectuelle. Si vous regardez, j'ai pas développé ce point, mais c'est intéressant, la production de livres en persan. Dans toute la région, les populations persanophones sont dépendantes des productions de livres des maisons d'édition en Iran. Donc, par exemple, ils ont accès en Afghanistan à la pensée occidentale à travers les traductions de la République islamique, avec la censure de la République islamique, c'est ça que ça veut dire. De même, sur le récit de l'histoire de la civilisation persane, c'est la vision iranienne, toujours. Donc, au contraire, je pense que, certes, ces militants ont compté dans les années 90 à l'époque réformiste, mais aujourd'hui, la question n'est plus tellement celle des réformateurs. C'est vraiment la question de l'ouverture, de l'argent, de faire des affaires avec l'Occident. On n'est plus sur une ligne où l'élément de la démocratie est important, si vous voulez, entre guillemets.
parce que je pense qu'il y a vraiment une volonté de donner la priorité à l'économique. Donc là, on va plutôt voir une division entre les libéraux, ceux qui soutiennent l'entrée dans l'Organisation mondiale du commerce, qui veulent faire des affaires, et ceux qui, au contraire, veulent l'autosuffisance. Donc c'est plutôt ça la fracture actuellement en Iran. Donc c'est plus la même que quand Soroush était un acteur dans le débat intellectuel en Iran. Parce qu'il est considéré comme l'un des nouveaux penseurs de l'islam les plus importants. Oui, c'est Mohsen Mottari qui a travaillé, il a écrit La pensée chiite. Si vous voulez, il y a un livre là de l'Harmattan sur cette question. Je voulais revenir par rapport à l'Iran et la cause palestinienne. En fait, comment vous expliquez que dès que le Hamas s'est prononcé de manière claire et nette sur la question syrienne, même s'il n'a pas pris part au combat, les aides iraniennes se sont arrêtées nettes. Est-ce que ce ne serait pas plus une cause anti-israélienne qu'une cause palestinienne, dans le sens où Israël serait la deuxième puissance régionale qui serait en face de l'Iran et qu'il faudrait lutter contre Israël plutôt que pour libérer la Palestine? Pourquoi l'aide face au Hamas s'est arrêtée quand ils ont pris position sur la Syrie? Oui, je pense que ce que j'ai expliqué, c'était pour le soft power de l'Iran, c'est-à-dire ce qu'on dit la puissance douce. Donc il y a une question d'image. Donc là, en ce sens, non, la Palestine en tant que telle est importante, parce que ça permet aussi de faire le pont avec l'islam politique sunnite. Donc c'est très important pour sortir de la dimension chiite. Mais ensuite, c'est vrai que il y a le djihad islamique qui est intéressant. C'est la seule population sunnite, c'est le groupe sunnite qui a fait allégeance à l'Iran, à la République islamique. Donc là, on a un cas, le Hamas, il est revenu après sur sa position. De toute façon, il a repris les contacts avec l'Iran. Donc ce sont jamais des ruptures définitives. Mais il est clair que la crise syrienne a posé problème pour l'Iran en termes de politique régionale, je l'ai dit. Et c'est pour ça que le Yémen est une opportunité, pour le coup. Parce que l'Iran dit qu'au Yémen, il est du bon côté de l'histoire. Par contre, c'est vrai que sur les relations avec les groupes palestiniens, on a aussi vu la question de Yasser Arafat, qui va à Téhéran au moment de la Révolution et ensuite soutient Saddam Hussein. Donc là, l'Iran a toujours eu des problèmes, si vous voulez, avec la cause palestinienne. C'est pas nouveau ce qui se passe avec le Hamas. Mais ça s'explique aussi par le fait que le Hamas, contrairement à ce qu'on disait en Israël ou en Occident, a plus de liens avec les pétromonarchies qu'avec l'Iran. Donc le Hamas, est-ce qu'il est vraiment un acteur, si vous voulez ? Dans quelle mesure il prend les décisions par lui-même? Ou est-ce qu'il est dépendant de... Donc je suis pas spécialiste de la question, mais je pense qu'il faut faire attention, il faut être nuancé quand on aborde ces questions. Et de toute façon, le fait est qu'aujourd'hui, je crois qu'ils ont encore des relations et que le Hamas a un bureau de représentation à Téhéran. Je crois pas que le bureau soit fermé. Donc moi, je voulais poser une question sur les relations de l'Iran avec l'Égypte depuis la chute des Frères musulmans. Et principalement, comment ça s'articule avec la question syrienne, en fait. C'est-à-dire la position de l'Égypte dans la crise syrienne, c'est-à-dire de ne pas soutenir spécialement la rébellion tout en étant allié avec l'Arabie saoudite, et les répercussions que ça peut avoir dans les relations avec l'Iran. Est-ce que... Je pense que la dimension russe est importante. Parce que souvent, vous entendez que les puissances occidentales soutiennent un axe sunnite et la Russie un axe chiite. Mais l'alliance entre Sisi et Poutine montre qu'au contraire, la Russie a une politique régionale qui est intéressante, avec des alliances contradictoires, Israël, l'Iran, l'Égypte. Donc les Russes ont réussi leur retour dans la région. Et l'Égypte, je pense, a une position assez réaliste, cynique dans la crise syrienne. Et du coup, il y a une peur des frères musulmans turcs qui surdétermine la politique du maréchal Sisi dans la crise syrienne. Et donc là, il y a une possibilité d'entente ou disons de connivence avec l'Iran. Mais l'Iran, je pense quand même, est plus favorable à une Égypte gouvernée par les frères musulmans. Il y avait vraiment un espoir, si vous voulez. L'assassin de Sadat a une rue à son nom à Téhéran. Donc il y a quand même une affinité assez profonde avec les frères musulmans. Mais en même temps, la question de la dépendance de l'Égypte vis-à-vis de l'Arabie saoudite est complexe, parce qu'on le voit avec le rapprochement avec la Russie, la relative indépendance sur la crise syrienne et la volonté aussi de ne pas trop s'engager au Yémen.
Donc c'est vrai qu'il y a une dépendance vis-à-vis des pétrodollars. Je pense qu'on peut aussi comparer avec le Pakistan, parce que le Pakistan essaye aussi d'éviter de s'impliquer dans les problèmes régionaux. Un des aspects, à mon avis, qui est important pour l'Iran, c'est la situation des Coptes en Égypte. Que le fait que Sisi s'oppose en protecteur des Coptes, etc. Donc pour l'Iran, ça, c'est une des limites, mais il y a aussi les relations de Sisi avec les salafistes. Donc l'Iran, je pense, n'a pas vraiment une grande influence sur cette question-là, et l'Égypte est un acteur qui est moins central qu'auparavant. Et merci beaucoup, Clément Terme, pour cette présentation extraordinaire.